Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, l'équipe du CRES et moi-même vous souhaitons une excellente année 2022 qui démarre avec de magnifiques projets pour chacun d'entre vous, je l'espère. Et donc, nous démarrons donc ce deuxième webinaire Moi sans tabac de la saison sur le thème les nouveaux produits du tabac dits à moindre risque développés par les industriels du tabac avec Clémence Cagnat, qui est directrice du Souffle 84 et du comité départemental contre les maladies respiratoires du Vaucluse, que je remercie pour avoir accepté d'intervenir en ce jour. Donc moi, je suis Aurélie Buis, je suis interne en médecine spécialisée en santé publique, actuellement en poste au CRES, accompagnée de Lisbeth Fleur, qui est responsable de communication au CRES. Pour notre structure, je rappelle que le CRES, le Comité régional d'éducation pour la santé, est un centre ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique. Et parmi ses missions, depuis 2016, le rôle d'ambassadeur régional de Moi sans tabac, la campagne nationale de lutte contre le tabagisme aux côtés de l'ARS et de Santé publique France, et aux côtés également de près de 250 acteurs en région qui se mobilisent chaque année pour relier cette campagne et déployer des actions de proximité. Donc aujourd'hui, nous abordons les nouveaux produits du tabac. L'industrie du tabac a traversé le XXe siècle en accumulant les profits partout dans le monde au détriment de la santé publique, malheureusement, alors que les conséquences sanitaires sont considérables avec la consommation du tabac. Ils sont aujourd'hui incontestés. Et les pratiques contestables des cigarettiers sont parues au grand jour. Cette industrie qui cherche d'ailleurs à se réinventer en prenant donc des initiatives pour survivre et employant des méthodes capitalistiques. Donc, par exemple, le lancement des nouveaux produits, la diversification industrielle et la communication positive. Donc, une industrie qui n'a que des effets négatifs pour la santé publique, peut-elle véritablement évoluer vers les produits de consommation sans risque? C'est la question qu'on peut se poser. Et les récentes évolutions de ce secteur économique nous donnent matière à réflexion. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons produit ce webinaire. Donc, Clémence Cagnat, merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Vous êtes la directrice du Souffle 84 et du comité départemental contre les maladies respiratoires du Vaucluse, et également expert des politiques publiques de prévention du tabagisme. Vous allez donc nous présenter les nouveaux produits du tabac et je vous laisse la parole pour la suite. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci Aurélie pour cette très précise introduction et je remercie vivement le CRES-PACA de me permettre d'effectuer cette intervention. On va toucher effectivement des choses dont on ne parle pas forcément, les nouveaux produits du tabac, le marché de la nicotine, les stratégies à venir des industriels, l'état de la consommation actuelle. Donc voilà, alors n'hésitez pas à voilà, si vous avez des questions tout au long de l'intervention. Je préfère qu'il y ait une interactivité pendant voilà, que je vous présente un petit peu ces informations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et à la fin de la slide, je tâcherai d'y répondre au mieux. Ou si jamais je ne peux pas, il y aura peut-être quelqu'un qui pourra répondre parmi vous. Donc écoutez, on va démarrer. Donc, je suis effectivement la directrice du Souffle 84, anciennement comité départemental contre les maladies respiratoires du Vaucluse, qui est situé à Avignon. C'est une association reconnue d'utilité publique, qui est une vieille dame, presque centenaire, hein, et qui a dédié ses toutes premières activités à l'accompagnement des grands blessés de la guerre de 14 qui avaient été affectés par
les engins de guerre et notamment tout ce qui touchait leur appareil respiratoire. L'association s'est occupée des orphelins de guerre également et a dédié toute une partie de son activité dans la première moitié du XXe siècle à la prévention, le traitement et la vaccination de la tuberculose, maladie hautement contagieuse et qui a été éradiquée dans les années 70 grâce à la vaccination justement. Et dans le cadre du renouvellement de ces activités sur le territoire du Vaucluse, après l'éradication effectivement de l'épidémie de la tuberculose, l'association s'est penchée sur la promotion de la santé respiratoire en général, c'est-à-dire l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Et on travaille plus spécifiquement à une activité physique adaptée auprès des patients, la promotion de la qualité de l'air, la prévention du tabagisme, bien entendu, qui est la première cause des maladies respiratoires. On s'occupe également, on fait un certain nombre de formations à l'attention des professionnels de santé, tout ce qui est entretien motivationnel, RPIB, prescription des TSN. Et on travaille avec des partenaires, médecins, tabacologues, addictologues, qui animent des groupes d'entraide motivationnelle à l'attention des patients, des entreprises, des collectivités, également des groupes de parole de prévention des rechutes, et on participe également avec le soutien de l'ARS, du CRES-PACA et éventuellement des institutions nationales à la mise en œuvre de projets dédiés, à l'heure actuelle principalement sur la thématique tabac. Au regard de mon profil, je suis comment pourrait-on dire, une monomaniaque de la prévention du tabagisme et plus spécifiquement de ce qu'on appelle le contrôle du tabac. J'ai dirigé pendant 11 ans l'Alliance contre le tabac, une coalition nationale qui regroupe l'ensemble des associations dédiées à la prévention et à la lutte contre le tabagisme. Je me suis occupée de la coordination du réseau et plus spécifiquement des actions de plaidoyer auprès des institutions françaises, européennes, OMS, et j'ai participé à la mise en place d'un certain nombre de plans ces 10 dernières années. Donc je pense avoir une vision un petit peu de ce qui se fait voilà, depuis une dizaine d'années et surtout, je suis très heureuse de voir qu'il y a des très belles évolutions depuis les années de 2010 en la matière. Au regard de ma déclaration d'intérêt, je n'ai aucun conflit d'intérêt à signaler, que ce soit auprès des différentes industries. Alors, on ne va pas trop parler de l'industrie pharmaceutique ici, mais vis-à-vis de l'industrie du tabac. Et je suis salariée donc de cette association reconnue d'utilité publique dont les financements proviennent des partenaires institutionnels, donc sur appel à projet, et de notre réseau du souffle, puisque notre association départementale appartient au réseau national de la Fondation du Souffle. Et donc, il y a en gros un souffle dans chaque département en France métropolitaine. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, au regard de la thématique du jour, il va être question d'évoquer le marché du tabac qui s'est fortement diversifié et n'est plus limité depuis quelques années aux seuls produits fumés. Donc, quand je parle de produits fumés, je parle de cigarettes, tabac roulé, chicha, pipe, cigares, cigarillos. Je vais vous évoquer un petit peu donc on va faire un petit retour dans le passé. Je vais vous présenter le contexte de la modification du marché du tabac qui devient progressivement le marché de la nicotine. On va regarder un petit peu plus précisément ce que c'est que la stratégie tournée vers la réduction de risque, une notion que vous connaissez bien puisque vous êtes dans le domaine de la santé, mais qui dans le domaine de la lutte contre le tabagisme est une donnée, enfin est une
une activité assez récente, contrairement à d'autres substances psychoactives. On fera un petit focus sur deux nouveaux produits du tabac, enfin nouveaux produits du tabac, pas pour le snus, mais voilà, on va parler un peu des nouveaux produits du tabac que sont le snus et le Heat Not Burn, qu'on appelle en français le tabac chauffé. On évoquera assez rapidement la façon dont l'industrie du tabac se saisit de la réduction de risque et essaye de, comme le disait tout à l'heure Aurélie, de surfer sur cette thématique et de rester dans le jeu des nouveaux produits du tabac. Et en conclusion, ben, on ouvrira un petit peu les perspectives. Alors, le tabagisme vers une pandémie industrielle. Alors là, je vais vous faire un petit retour au XXe siècle. Bon, le tabac, c'est quand même au niveau industriel, c'est un produit qui commence à infuser la société depuis seulement la fin du 19e. Au XXe siècle, ben, on assiste au développement de la machine industrielle dont les capacités ont été démultipliées et donc la machine industrielle du tabac doit trouver des marchés, des débouchés pour prospérer. C'est ce qu'on appelle donc la révolution industrielle. Et après la Première Guerre mondiale, on se rend compte que pour faire des profits, il faut absolument exacerber le désir de consommer et rendre les frivolités obligatoires, incontournables et intimement liées aux gains de liberté apportés par les progrès sociaux. L'homme du XXe siècle, en tous les cas du début du XXe siècle, se contentait de très très peu. Et donc, du coup, il a fallu essayer de solliciter ces personnes pour créer le désir de consommer. Et le petit portrait que vous voyez là en rouge, alors c'est pas une photo extraordinaire, mais c'est Édouard Bernays qui a créé le premier cabinet de relations publiques dans les années 20 aux États-Unis. Et en fait, c'est le père fondateur du métier de conseiller en relations publiques, qui est une profession qui s'est popularisée et qui est très très courante à l'heure actuelle. Et dans les années 20, M. Bernays a développé pour le groupe, c'est son premier client, le groupe American Tobacco Corporation qui cherche, en fait, bah, là, il y a énormément de jeunes hommes qui sont décédés, ils n'ont plus trop de débouchés, ils ne savent pas trop comment prospérer. Bernays va développer et inventer ce qu'on appelle le spin. On parle souvent des spin doctors. C'est-à-dire la manipulation d'une information, d'un fait établi par une présentation partisane des faits. Bernays a relaté dans un célèbre ouvrage, vous avez peut-être vu le film d'ailleurs, qui s'appelle Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Et en fait, c'est exactement ce que vous voyez sur le tableau de Magritte, qui illustre la manipulation des images par une présentation partisane des faits, c'est-à-dire vous avez une pipe, mais à partir du moment où on explique que ce n'est pas une pipe, on commence à douter et se demander si véritablement on voit une pipe. Et Bernays va développer en fait un imaginaire, une image de marque, dans le but de donner la sensation au consommateur que l'acte d'achat et de consommation de tabac est le résultat d'un choix personnel et spontané. Donc en fait, il va complètement et essayer de faire en sorte que les gens se tournent d'eux-mêmes vers le tabac alors qu'il les a complètement conditionnés par une sorte de discours permanent. Et c'est le début de ce qu'on va appeler les opérations marketing. Et cette nouvelle pratique de promotion d'un produit industriel va contribuer à l'émergence de la publicité liée à l'apparition d'une consommation et d'une culture de masse d'abord aux États-Unis, puis dans le monde et en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est effectivement le tabac qui est le premier produit en fait à être diffusé à la masse par le biais de cette propagande en quelque sorte. Et les industriels vont successivement réussir à donner aux cigarettes l'image d'un objet subversif de libération de la femme et de rite de passage à l'âge adulte chez les jeunes, puisque je vous disais que le but de cette fameuse compagnie de tabac, c'était de trouver davantage de consommateurs, et ben en fait, ils ont créé le désir finalement auprès des femmes et auprès des jeunes de consommer.
Donc c'est quelque chose de très malin, et du coup ça a démultiplié le nombre de consommateurs et démultiplié les profits des industriels. Alors dans les années 50, il y a un certain nombre de recherches scientifiques qui prouvent le lien entre cancer et consommation de tabac, mais c'est pas trop diffusé, ça n'a pas véritablement de portée. Et dans les années 60, il y a la mise en avant d'un certain nombre d'études scientifiques qui révèlent la dangerosité des produits issus du tabac, et ça va fédérer la société civile et de nombreux professionnels de santé autour de ce qu'on va appeler ensuite la lutte contre le tabac. Alors, le tabagisme, une pandémie industrielle. Pourquoi je parle de pandémie? Alors, pardon, c'est pas un fait exprès avec ce que nous vivons à l'heure actuelle, hein, mais pourquoi je parle de pandémie? C'est le 1 milliard de morts au XXe siècle, ce qui est absolument considérable. En 2021, donc on est environ 7,8 milliards, je crois, sur Terre. Il y a 1,3 milliard de fumeurs donc, dans le monde à l'heure actuelle. 8 millions de morts prématurées dans le monde par an, 800 000 en Europe et 75 000 en France. Ça correspond à peu près 200 par jour, 200 morts par jour du tabac. Pour des dépenses d'environ 1 400 milliards de dollars en dépenses de santé et de perte de productivité. Alors, protéger les populations, il y a en fait, après que dans les années 50, 60, on commence à parler des méfaits du tabagisme, eh bien, il y a une internationalisation de la lutte contre le tabagisme sous l'égide de l'OMS. Et donc, ils décident de monter un traité international de santé publique dédié à cette question de santé publique. À l'instant T, il n'y a qu'un traité international de l'ONU sur une thématique de santé, c'est effectivement la lutte contre le tabagisme. Donc, c'est ce qu'on appelle, alors en anglais, Framework Convention for Tobacco Control. En français, Convention 4 de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Vous l'avez peut-être déjà vu sous le sigle de CLAT, CCLAT. Elle est signée et ratifiée dès 2004. Alors la France, qui adore ce genre de truc, en fait, a été le premier pays européen à le signer. Bon, formidable. Et à l'instant T, il y a 182 États partis à ce traité, à l'exception bien entendu des US qui ne signent jamais les traités ou y reviennent de temps en temps. Et le traité couvre 90% de la population mondiale. C'est le deuxième traité onusien le plus plébiscité après celui sur le climat qui compte 189 membres. Et en fait, les États, alors c'est bien entendu, c'est la difficulté, et on le voit bien par rapport au changement climatique et au traité sur le climat aussi, ce type de traité n'est pas contraignant. Donc les recommandations ne sont pas contraignantes, mais les États s'engagent à mettre en œuvre les recommandations édictées dans le traité. Alors, il y a des mesures d'information, de diminution de l'offre, restriction de la demande, et à les transposer au niveau national. Pour vous prendre juste un exemple, par exemple, le paquet neutre standardisé était une recommandation de la Convention 4 de l'OMS pour la lutte anti-tabac, et nous l'avons transposé au niveau européen, puis au niveau français. Bon, alors, dans la perspective de protéger les populations, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, on a eu 1 milliard de morts dans les années au XXe siècle. On n'a pas envie d'avoir à nouveau 1 milliard de morts au XXIe siècle, sachant qu'en plus la population est de plus en plus nombreuse et de plus en plus jeune, et on sait que ce sont ces personnes qui sont principalement touchées par le tabagisme. On va dire que la consommation des enfants, les enfants d'aujourd'hui sont les fumeurs de demain, hein, c'est comme ça que ça se passe depuis des dizaines d'années. Donc, dans la perspective de protéger les populations et de diminuer les coûts humains et financiers associés à la consommation de tabac, la CLAT, c'est 38 articles qui visent à protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux, économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée de tabac. Donc là, on parle bien de tabac et on parle bien d'exposition à la fumée de tabac. On est sur du tabac fumé. Tous ces articles sont basés sur des données scientifiques et puis par des spécialistes qui travaillaient sur le sujet depuis des années.
Vous avez le petit livret là, qui est ici. Et ces articles recommandent les meilleures pratiques en matière d'information, sensibilisation. Par exemple, la mise en place du mois sans tabac vient de certaines recommandations de l'article 12 de la CLAT. L'interdiction de la publicité, par exemple, ne plus avoir sur les colonnes Maurice à Paris la publicité ou à l'intérieur des bureaux de tabac. Voilà, ça vient également c'est confirmé par la CLAT, puisque ça avait été déjà fait au moment de la loi Evin. Le développement des espaces sans tabac, le décret Bertrand en 2006 et 2008, est une recommandation de l'article 8 de la CLAT. La mise en place d'une taxation sur les produits du tabac est fortement recommandée. L'accompagnement des fumeurs vers l'arrêt, donc la mise en place d'une quitline, ce genre de choses. La gratuité des substituts nicotiniques, c'est recommandé par la CLAT. La protection de l'environnement fait aussi partie des objectifs de diminution de la consommation de tabac et la limitation de l'interférence avec les industriels du tabac. Donc, le marché du tabac est contrarié à cause de ces recommandations, puisque les États, je vous ai dit qu'il y avait 182 États qui étaient partis au traité, commencent à mettre en œuvre un certain nombre de recommandations et à les transformer en loi, décrets et à les mettre en application. Donc, le marché du tabac contrarié entre dans une profonde mutation. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître effectivement à partir Alors, je vous ai dit que le traité avait été ratifié en 2004. Donc, à partir des années 2005, on met petit à petit un certain nombre de mesures. Donc là, vous voyez sur le graphique, on développe des lois anti-tabac, on met en place des espaces sans tabac, on met en place des programmes d'accompagnement d'aide à l'arrêt. Pour prévenir la consommation des jeunes, on met des images sur les paquets de cigarettes où on met les paquets neutres. Les mass media campaigns sont les campagnes d'information. On interdit la publicité et on augmente la taxation. Et vous voyez en bleu, en 2020, ce sont les efforts qui ont été faits par rapport à 2007, où c'était le tout début de la mise en œuvre. Et donc, l'une des conséquences de la mise en œuvre des recommandations du traité depuis sa ratification, c'est la diminution de la consommation de tabac. Et on voit effectivement qu'il y a des mesures qui sont faites pour inciter les fumeurs, soit les non-fumeurs à ne pas entrer dans le tabagisme, soit à accompagner les fumeurs vers l'arrêt. Et effectivement, l'objectif, c'est no smoking, donc effectivement sortir du tabac. Alors, sur les deux graphiques, ici, on voit bien la diminution de la consommation de tabac. Ces 20 dernières années avec une projection jusqu'en 2005. Ça, c'est le rapport sur l'épidémie globale du tabac qui est sorti en 2021, donc au mois de novembre, donc c'est vraiment tout récent. Et c'est intéressant parce qu'on voit que dans les années 2000, on était sur une prévalence, alors je vais prendre both sex, donc c'est-à-dire pour la population générale, donc c'est à partir de 15 ans et plus. On était aux alentours de 33%. Et on arrive en 2020 aux alentours de 22%, donc on voit manifestement qu'il y a une diminution, et la projection pour 2025, c'est une continuation de cette baisse. On voit que la baisse est quand même assez significative auprès des hommes, et pour les femmes qui fumaient moins, mais fumaient quand même, et puis dans certains pays avec des conséquences assez importantes, puisque le cancer du poumon a failli dépasser le cancer du sein pour la femme en France ces dernières années. Mais on voit que ça a aussi eu une incidence. Donc, en fait, des mesures globales permettent finalement de tendre à une diminution. Donc, du coup, on a vu effectivement la prévalence, alors c'est au niveau mondial, effectivement. Donc là, on est en pourcentage de consommation. Et là, on voit le nombre d'usagers, on va dire, du tabac, de fumeurs au quotidien âgés de 15 ans et plus. Alors, on voit effectivement que ça a eu
j'ai Mélo Karima qui est juste sur le devant le graphique. On voit qu'il y a quand même une tendance à la baisse pour les femmes. Pour les hommes, ça a tendance à stagner, mais on voit que la diminution est quand même, et il y a quand même une tendance à la baisse, sachant que parallèlement, par rapport, la population augmente. Donc du coup, et les pays en voie de développement ont des pays, enfin, ce sont les plus touchés hein, par le tabagisme. C'est là où il y a le plus de consommateurs potentiels, ils sont davantage ciblés par l'industrie du tabac. Et donc, on comprend pourquoi bah, au niveau des hommes, ça ne fait que stagner. Alors, à l'échelle européenne, c'est quand même très significatif parce qu'autant au niveau mondial, si je vous remets, là, on voit effectivement que ça diminue, mais les mesures de la CLAT ont été particulièrement bien appliquées dans ce que je vais appeler les pays de l'OCDE, donc les pays développés, donc les pays qui ont commencé à fumer le plus tôt, en quelque sorte. Et on voit qu'à l'échelle européenne, par exemple, alors la Grande-Bretagne est vraiment un très très bon élève. Eux, en l'espace de... Et là, on ne remonte pas à 2000, on est en 2006. Là, je me base sur sur le Tobacco Atlas réalisé par une association allemande en 2020 et qui montre qu'effectivement, ben, on voit la prévalence qui a diminué de moitié. La Hongrie, ça a plutôt, ben, bah, si ça diminue, je dirais qu'au niveau de la prévalence, on a tendance à être pas très loin d'eux avec une mise en œuvre de beaucoup plus de dispositifs que la Hongrie. Et en Allemagne, qui est très en retard au niveau de l'interdiction de la publicité, ils l'ont interdite récemment, ben on voit qu'ils ont à peu près la même prévalence que nous, mais on peut voir que la tendance générale est à la baisse, en effet. Alors, petit focus quand même pour un petit peu de cocorico pour chez nous, où on voit qu'au niveau des hommes, ben voilà, on est passé de 33,7% dans les années 2000 à 30 en 2020. Au niveau de la population générale, on est de 30 à 25. Et on est chez les femmes, ben on est de 20 à 26 plutôt. On avait une très forte prévalence à 22. Ben voilà, ça diminue, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça diminue. Toutes les mesures qui sont prises là depuis euh, le programme national de lutte contre le tabagisme de Marisol Touraine du précédent gouvernement, bah, voilà, ça commence à fonctionner. Et parallèlement, on voit que pour les jeunes, puisque là j'étais sur les 18-75 ans, mais pour les jeunes de 15 ans, on est à une prévalence qui est passée de 31%, de 16 ans plutôt, qui fumaient quotidiennement à 12% en 2019. Donc là, on est passé de 2009 à 2019 et on est quasiment on a quasiment divisé la prévalence par 3. Donc ça, on peut l'expliquer tout simplement également par je ne vais pas dire que le paquet neutre est responsable de tout ça, mais en partie, puisque ça cite principalement les enfants, la taxation et également un petit peu l'essoufflement des produits du tabac traditionnel par rapport aux nouveaux dispositifs. Et on reparlera, si vous voulez, de la pouffe, de Joule. Bon, ça, c'est de la cigarette électronique, ce ne sont pas des produits du tabac, mais ça contribue, le côté technologique et vraiment moderne, contribue à ringardiser le tabac auprès des jeunes. Alors, on observe donc une mutation du marché du tabac. Alors, il y a une particularité, effectivement. Vous avez le marché du tabac avant la mise en place des recommandations de la CLAT et après 2005. Et ce qui caractérisait le marché du tabac, on va dire, dans les pays de l'OCDE, donc les pays consommateurs de tabac industriel, c'est qu'il y a toujours eu un nombre limité d'acteurs. Donc là, en 2021, on a
4 industriels du tabac, donc Japan Tobacco International, British American Tobacco, Philip Morris International et Imperial Altria. Ils ont été un petit peu plus nombreux dans les années 2000, enfin 90-2000, mais il y a eu des fusions. Mais ils sont toujours restés, en fait, il y a toujours eu une domination du marché du tabac, dont les cigarettes représentent plus de 90% du marché, donc avec très peu de concurrence. Donc peu ou pas de concurrence, avec une distribution dans des réseaux identifiés. Comment dire, des réseaux de distribution, les buralistes, avec une clientèle donc qui est fidélisée et qui se tient à une marque spécifique. Ils ont eu aussi la possibilité de multiplier les références à destination de telle ou telle cible. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des paquets de cigarettes qui ciblaient les jeunes, les femmes, les hommes, les jeunes qui allaient en boîte de nuit. Donc une multiplication des références qui a été par un moment jusqu'à 800 marques de tabac chez les buralistes. Donc c'était quelque chose d'énorme. Il y en a un petit peu moins à l'heure actuelle, avec un fort différentiel de prix pour conquérir des parts de marché. Donc, vous aviez des entrées de gamme et puis également des produits plus chers. Et puis parallèlement, ils ont développé des produits de tabac alternatifs à moindre prix, donc le roll your own, donc le tabac roulé, ou la chicha, qui servent de porte d'entrée également dans le tabagisme pour notamment les plus jeunes. Et le tabac roulé, les populations ayant des situations économiques moins confortables. Et puis l'industrie a pu s'appuyer sur le marketing, le packaging. Le rôle, le RIO, en fait, c'est Roll Your Own. Roulez-le vous-même, en fait, c'est le tabac roulé. L'industrie du tabac donc s'appuie sur le marketing, le packaging et la publicité pour promouvoir leurs produits. Et puis, après 2005 et la mise en place donc, des recommandations de la Convention cadre, dans la mesure où il y a des mesures qui sont prises pour augmenter les prix du tabac, on va observer une plus grande sensibilité des consommateurs au prix, avec moins de fidélité vis-à-vis d'une marque dont les prix augmentent, et avec un switch vers des produits à moindre coût, comme le tabac à rouler, les cigarios, la chicha, mais aussi les e-cigarettes qui commencent à apparaître. Et dans les années 2000-2005, on est sur des dispositifs de première génération. Alors, on voit effectivement apparaître progressivement de nouveaux produits. Les tabacs sans fumée, alors qui ne sont pas des nouveaux produits, mais qui n'étaient pas du tout diffusés et qui restaient un petit peu, enfin voilà, qui n'étaient pas très popularisés. Et vu qu'on est sur des entrées de gamme et des prix moins chers, et que le tabac sans fumée permet, on en reparlera tout à l'heure, permet c'est une alternative, on va dire, aux nouvelles législations. Par exemple, avec du tabac sans fumer, vous pouvez aller dans un restaurant et avoir votre dose de nicotine sans problème, mais vous ne pouvez pas fumer. Donc voilà, c'est une alternative. Et puis, les cigarettes électroniques, c'est un produit plus fun. Il y a des arômes. Les arômes commencent à être interdits pour les produits du tabac traditionnel. Et puis, le tabac traditionnel commence à se ringardiser par rapport à, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux nouveaux produits un peu plus technologiques qui commencent à sortir. Et puis, il y a aussi des nouveaux acteurs qui entrent sur le marché et qui commencent à prendre des parts de marché. Je pense à Swedish Match, qui est un industriel, alors qui est un industriel du tabac, mais qui ne fait que du snus, donc que du tabac, du smokeless tobacco, et qui ne fait pas du tout donc, de cigarettes, mais donc ils vont commencer à élargir leur part de marché par rapport aux autres industriels qui vendent des tabacs fumés traditionnels. Alors, on se dirige, c'est ce que je vous mettais, une mutation du marché du tabac
donc vers un marché de délivrance de nicotine. En fait, les industriels, c'est un peu étonnant d'ailleurs, parce qu'ils ont complètement raté l'arrivée de la concurrence du marché des e-cigarettes dans les années 2000 et surtout 2000-2015. Alors, il y a plusieurs, vous les verrez apparaître sous, on dit les ENDS ou les SEDEN. Donc, SEDEN, c'est à la française, Système électronique de délivrance de la nicotine. Les ENDS, c'est au niveau anglo-saxon. Et il s'avère que ces produits, en fait, ça deviennent un soutien à l'arrêt pour certains, une alternative à la cigarette pour d'autres. Et puis vous en avez d'autres qui finalement vont combiner les deux. Comme je vous le disais, ce sont les produits de nouvelle génération. On en est à la 5e génération des dispositifs de distribution de la nicotine. Produits de nouvelle génération, donc il y a des dispositifs en voiture, en voilà, je vous en ai mis quelques-uns ici, la cigarette light, les disposables, donc ça ressemble à une comment dire, une clé USB, c'était un petit peu le système de la Joule. Le vape pens, là vous avez effectivement vous pouvez mettre votre e-liquide. Le tank system, ça c'est le gros dispositif où vous pouvez faire vous-même vos liquides ou autres. Et puis vous avez les pods qui sont les nouvelles générations des cigarettes électroniques et qui utilisent la plupart du temps des sels de nicotine et les fameux poufs dont on parle beaucoup là à l'instant T. Une découverte de deux Californiens qui débarquent en France et qui, a priori, attirent beaucoup les jeunes. On arrive à la cigarette électronique jetable. Donc, c'est-à-dire, on l'utilise, on la jette. Pour l'environnement, c'est pas particulièrement, enfin, je veux dire, il y a une batterie, il y a du lithium, c'est peut-être pas absolument extraordinaire, mais voilà, on arrive à une nouvelle génération et effectivement, la tige ou le, ou votre joint de tabac à rouler, là, effectivement, ça un peu ringard, finalement. Et quelque part, on comprend que la promotion sur les réseaux sociaux touche particulièrement les jeunes. Et là, je vous ai mis à droite c'est effectivement les différentes. Il y a des chercheurs qui ont répertorié l'ensemble des arômes disponibles pour les cigarettes électroniques, donc les fameux e-liquides et en gros, je crois que c'est l'OMS qui estime environ 16 000 arômes existants disponibles pour les fumeurs. Alors, vous n'en avez pas pour toutes les marques, mais du coup, c'est un véritable voilà, vous avez des centaines de marques, énormément d'arômes. Et du coup, la particularité de ce dispositif, c'est qu'effectivement, il ne contient pas de tabac et il peut être une alternative d'apport de nicotine pour les fumeurs, avec la question, bien entendu, qui se pose vis-à-vis de l'initiation, enfin, de l'entrée dans le tabagisme pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont jamais fumé où effectivement, on y reviendra, la réduction de risque pour les gros fumeurs devient un risque pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans le tabac et l'addiction. Alors, si vous voulez, on reparlera, parce que là, ce n'était pas tout à fait le sujet. Donc là, je vous parle un tout petit peu des cigarettes électroniques, parce que ça me semble important, dans la mesure où voilà, ça peut être une alternative. On en parle beaucoup pour l'arrêt du tabac. Il y a le dernier avis du Haut Conseil de la santé publique qui est sorti et qui va un petit peu à l'encontre de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. La cigarette électronique en France est un produit de consommation courante et c'est considéré comme un médicament en Grande-Bretagne. Donc du coup, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que finalement, cette alternative se fait aussi aux dépens de l'achat de produits du tabac. Alors, les principales, alors l'industrie du tabac a développé un certain nombre
de vapoteuses. Vous les avez peut-être vu passer, Vuse, Vibe, enfin il y en a un paquet aussi. Ils sont quand même rentrés dans le marché après avoir essayé de le dénigrer. Alors, la seconde alternative au tabac fumé dont je parlais tout à l'heure, c'est le smokeless tobacco, alors spécifiquement le snus. Parce que le smokeless tobacco, ça existe dans toutes les... Et là, du coup, je vais passer très rapidement sur le snus. Alors, le snus, c'est une spécialité des pays scandinaves, sachant que ce qu'on appelle tabac oral sans fumée ou smokeless tobacco ou scaferlati sont des lanières de tabac, en fait, qui sont mises dans des petits sachets. Ça ressemble à des petits sachets de thé, en fait, qu'on met sous la lèvre supérieure, et puis on le laisse fondre en fait, on le laisse enfin fondre, imprégner on va dire la muqueuse, et du coup bah, il y en a un peu partout, hein. Il y en a en Asie, vous avez vous en avez aux États-Unis, on consomme pas mal aux États-Unis aussi, donc là c'est un focus plus sur le snus. Parce qu'en fait, il a une particularité. Donc, en fait, il est consommé en Europe du Nord et uniquement diffusé en Suède, Norvège enfin, commercialisé en Suède, Norvège et Finlande. Il a été interdit de commercialisation depuis les années 90 et ça a été confirmé par la dernière directive européenne sur les produits du tabac en 2014. Il y a on va dire, une littérature très fournie qui confirme l'entrée dans le tabagisme des non-fumeurs par le biais de ce produit et qui ensuite peuvent tomber dans le tabagisme. Et il y a une très forte dépendance qui est induite par sa consommation, notamment en raison des additifs d'ammoniac. Et là, ben, on revient un petit peu sur ce qui se passe avec la soupe dans les cigarettes traditionnelles. C'est particulièrement addictif. Alors effectivement, le smokeless tobacco, il y a des modalités de consommation qui suppriment les inconvénients sanitaires du tabagisme passif et puis qui permet d'avoir son shoot de nicotine là où il y a une interdiction de fumer qui est appliquée. Et puis, il y a une offre très importante en arômes qui peut intéresser le consommateur. Alors là, je vais faire un focus sur la Norvège, sachant qu'en Norvège, il y a une particularité, c'est que les cigarettes électroniques et les e-liquides avec nicotine sont interdites. Donc en fait, ne sont autorisés que les dispositifs électroniques de vapotage avec des liquides sans nicotine. Le snus fait office en fait on va dire de produits qui s'opposent en fait qui s'opposent au tabac fumé dans la mesure où il n'y a pas cette alternative de délivrance de nicotine pardon Isabelle, je vais utiliser le terme, mais de la cigarette électronique. Alors, ce qui est très intéressant en Norvège, j'espère que vous voyez bien la diapo, c'est qu'en fait, pour les personnes âgées de 16 à 29 ans, bah, en fait, vous voyez la prévalence qui est en rouge, hein, la prévalence tabagique, qui atteignait presque 40%. Bah, est entre allez, à 2 ou 3 là, en 2020, donc en l'espace de 35 ans, bah, ils sont carrément arrivés à la smoke-free generation, hein, c'est une réalité. Et on voit parallèlement que le smokeless tobacco, bah, en fait, vous avez une augmentation inversée, hein. On voit la consommation du snus bah, qui augmente avec une prévalence de près de 30%. Alors là, on est chez les hommes. Et puis chez les femmes, on a à peu près la même chose avec une prévalence de cigarettes qui a complètement chuté. Alors là, ça provient aussi de toutes les mesures mises en place par la Norvège dans le cadre de l'application de la Convention cadre, mais des mesures qui ont été mises en place
et contrôlée. Et puis, avec le SNUS, qui est une particularité de ces 3 pays scandinaves, qui finalement sert d'alternative pour les personnes dépendantes. Alors, il y a malgré tout, alors bien entendu, il y a du tabac, hein, donc il y a un certain nombre de enfin, il y a malgré tout des conséquences à la enfin, sanitaire, hein, tout ce qui est mortalité totale, carcinome, mortalité accrue après infarctus du myocarde, diabète, c'est particulièrement ennuyeux. Là, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que la consommation de snus durant la grossesse est particulièrement ennuyeuse au niveau sanitaire. Voilà, donc c'est pas non plus une consommation anodine. On n'est pas sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la cigarette électronique au niveau sanitaire. Là, on est vraiment sur du produit du tabac. Certes, il n'y a pas de combustion, mais il y a des répercussions sur la santé. En revanche, alors ça c'est ce qui est intéressant, aucune étude n'a montré que le passage de la cigarette au snus apportait un avantage mesurable pour la santé, surtout si vous avez la double consommation, cigarette et puis à côté, snus. Cependant, si l'on compare le potentiel de risque des 2 produits, il faut alors admettre que les répercussions du snus sur la santé sont moindres par rapport à celles qui sont induites par la consommation, de cigarettes. Donc effectivement, est-ce que la Norvège va passer finalement non pas à un contrôle du tabac, mais à un contrôle de la nicotine, lutter non plus contre l'industrie du tabac, mais uniquement l'industrie de la cigarette et développer des politiques publiques dédiées à l'encadrement du snus pour que les dommages sanitaires soient moins importants. C'est une question qui se pose, sachant qu'en 2021, quand vous voyez sur le tableau, là, j'espère que c'est visible, mais quand vous voyez sur le tableau que les fumeurs entre 15 et 24 ans représentent en Suède et en Norvège, la plus petite prévalence, enfin c'est complètement insignifiant, hein, là on est vraiment génération sans fumée. Alors c'est pas sans tabac, puisque le snus est un produit du tabac, mais sans fumée, c'est quand même assez remarquable. Et puis la France, nous on est à 21%, sachant que la moyenne européenne des 27 est à 20%. Donc ce serait il y aurait quelque chose à étudier effectivement sur le modèle des pays scandinaves. Et c'est un produit qui se diffuse en fait dans le reste de l'Europe parce que maintenant, vente par Internet, possibilité de pouvoir avoir accès à tous les produits possibles et inimaginables, hein, et le snus en fait partie malgré la réglementation européenne. Et ça, c'est au niveau de nos instances, c'est très compliqué de gérer tout le business par le biais des ventes Internet. Donc là, il va falloir qu'au niveau européen, ils travaillent un petit peu là-dessus. Alors, en ce qui concerne nos industriels du tabac qu'on avait laissé un petit peu, puisque la cigarette électronique, ils ont pris en cours, et puis le smokeless tobacco, ils ne sont pas producteurs, enfin, ils sont certes producteurs de tabac, bien entendu, mais ils ne sont pas distributeurs de ce type de produits. Donc en fait, pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée à la diminution de la consommation de produits de tabac traditionnels, sur notamment, alors ça concerne les marchés clés, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, l'Europe, l'Amérique du Nord, et puis les pays d'Asie comme la Corée ou le Japon. Et nos 4 industriels du tabac, nos 4 big tobacco, ils surfent sur le développement et la vente de produits prétendus à moindre risque. Donc
la réduction de risque RDR, qui est basée sur une littérature fournie, donc l'evidence-based, acceptée et qui a prouvé son efficacité dans de nombreux domaines. La réduction de risque sauve des vies, en réduisant les dommages, la morbidité, la mortalité prématurée. Mais c'est effectivement un concept qui est assez récent dans la lutte contre le tabagisme, contrairement aux pratiques avec d'autres substances psychoactives, l'alcool, les substances illicites. Et concernant le tabagisme, c'est grâce au dispositif électronique de vapotage que effectivement on est entré dans cette notion de réduction de risque, sachant que le postulat de départ, c'était une cigarette, vous fumez une cigarette, il y a un risque. Alors, ce qui laisse un petit peu songeur, c'est que l'industrie du tabac souhaite s'approprier cette notion de réduction de risque. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont nié le fait que la nicotine, alors bon, il reste sur mensonge, sur mensonge, sur mensonge. Il ne faut pas oublier qu'ils ont nié le fait que la nicotine provoquait une dépendance majeure chez les consommateurs, notamment chez les jeunes. Là, vous voyez tous les grands patrons des industriels du tabac dans les années 98 qui juraient sur l'honneur qu'ils ne savaient pas que la nicotine était addictive et rendait dépendants les consommateurs. C'est la raison pour laquelle on a eu accès à tous les documents internes des industriels du tabac et qu'on a vu à quel point ils essayaient de casser toutes les politiques de santé publique visant à diminuer l'épidémie du tabagisme. Et puis, il y a eu le scandale des filtres où finalement, c'était censé diminuer les risques sanitaires, énorme fumisterie, les appellations trompeuses de light, extra light, qui servaient à rassurer le consommateur, mais qui n'avaient aucune véracité ou enfin, le produit n'était pas changé du tout. Donc en fait, le lancement de ces nouveaux produits, ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de stay in the game pour l'industrie du tabac, et puis qui vise à pérenniser sa clientèle, recruter de nouveaux consommateurs. Je le rappelle, malgré la diminution de la consommation, qu'il y a toujours un fumeur sur deux qui décède du tabac, qu'en France, l'industrie du tabac doit recruter entre 250 000 et 300 000 jeunes par an, d'où l'importance finalement et on en parlait tout à l'heure par rapport à la vape, les messages vis-à-vis de la vape en disant que c'est un produit à moindre risque. Bon, voilà, dire qu'un produit du tabac est à moindre risque, ça va leur permettre de recruter de nouveaux consommateurs et de maintenir la dépendance au tabac. Alors, la promotion alors on dit HNB, le Heat Not Burn, donc chauffer mais pas brûler. Alors là, je vous ai mis une petite citation qui était dans le rapport de l'OMS de 2021 de Michael Bloomberg, ancien maire de New York, qui est l'ambassadeur de l'association pour les maladies non transmissibles, et puis qui est à l'origine d'un fonds philanthropique de lutte contre le tabac. Et lui, en fait, il a toujours été cash vis-à-vis de ce produit. Il n'a jamais caché son aversion vis-à-vis des industriels. Et du coup, il dit que dans la mesure où les ventes de cigarettes s'écroulent, les compagnies de tabac font un marketing très très agressif de leurs nouveaux produits, comme les e-cigarettes ou les produits de tabac chauffé, et essayent de lobbyer les gouvernements pour limiter leur réglementation. Leur objectif est simple, hameçonner une autre génération à la nicotine, et il ne faut surtout pas qu'on laisse cela arriver. Alors, je vous ai mis le petit dispositif là, juste pour info, de la fameuse IQOS de PMI, qui est l'une des plus... pardon, j'ai dit
je ne fais absolument pas de promotion, hein, mais c'est vrai que l'IQOS est quand même l'emblème du tabac à chauffer. Donc vous avez la batterie, vous avez le dispositif, et puis vous mettez le stick. Alors le stick, il s'appelle le HITS. Et le principe, alors vous avez effectivement du tabac chauffé, de la chicha chauffée manifestement. Ça, j'avoue que j'en ai jamais vu, hein, de la chicha chauffée, mais vous avez différents dispositifs. Et la combustion classique d'une cigarette, c'est aux alentours de 650 degrés. Et là, elle est remplacée en fait par une pyrolyse à 340 degrés. Donc chauffer plutôt que brûler, et l'industrie du tabac présente cette innovation, donc cette pyrolyse plutôt que cette combustion, comme bien moins nocive qu'une cigarette manufacturée. Alors, il y a le patron de Philip Morris International en 2017. Alors, l'IQOS est sorti en 2015, donc c'est vraiment, c'est assez récent, hein. Et il déclarait, très très sûr de lui, ces produits vont supplanter la cigarette classique dans quelques décennies. Alors effectivement, leur stratégie repose officiellement sur la promotion de produits de tabac alternatifs dits chauffés, qui remplacent les produits du tabac classique dont les effets sur la santé sont délétères. Bien entendu, il y a des velléités économiques et financières qui visent la renormalisation du tabac avec un argument marketing de prétendue moindre nocivité que le tabac fumé, sans confirmation scientifique, bien entendu. Il y a encore 2 ans, la plupart des études que nous avions sur environ 200 avaient été commanditées par l'industrie du tabac. Donc évidemment, on ne peut pas se fier à ce type de littérature. Donc l'industrie du tabac se positionne de facto en partenaire de santé publique. Donc du coup, vu qu'il dit qu'il y a une moindre nocivité, il se présente voilà, comme un partenaire de santé publique en devenant un acteur de la réduction de risque. Et en fait, on oublierait presque, hein, puisque maintenant, vous voyez, dispositif électronique de vapotage, on parle de la vape. Snus, on ne parle plus de tabac, hein, il n'y a pas de tabac dans Snus. Eat Not Burn, il n'y a pas de tabac. Alors, cigarette, évidemment, est un produit du tabac et on l'a toujours associé au tabac. Donc, du coup, on voit bien le fait que c'est entremêlé. Mais là, du coup, Eat Not Burn, si on ne vous dit pas qu'il y a du tabac dedans, et vous ne savez pas que c'est fait par l'industrie du tabac, c'est complètement opaque. Donc l'objectif, effectivement, c'est maintenir les fumeurs dans une forme de dépendance à la nicotine, tout en écoulant leur tabac via des dispositifs moins contraints par les politiques publiques de réduction du tabagisme. Alors en France, le Heat Not Burn a le statut de nouveau produit du tabac, donc on est encore, vous voyez, dans une politique de nini. La cigarette électronique, on a dit que c'était pas un médicament, pas un produit du tabac, on a dit que c'était un produit de consommation courante, donc TVA 20%. Là, le Heat Not Burn, il a le statut de nouveau produit du tabac, donc c'est pas un produit du tabac, c'est pas un produit de consommation courante, c'est un nouveau produit du tabac. Il n'est pas soumis à la même fiscalité que les cigarettes. Donc les cigarettes, vous savez que c'est très fortement taxé, c'est 83%. Bon, le niveau de taxation est sensiblement égal à celui du tabac à rouler, un tout petit peu moins important. 70%, en fait, ce n'est pas le dispositif que vous payez, la batterie, vous la gardez. Et ce que vous appelez, en fait, ce sont les petits sticks, les hits, qui valent environ 7 € les 20. Et vous avez le gros dispositif de charge et de chauffe qui coûte, je crois, 70 € et quelques. Et ce qui est taxé, ce sont les hits. Le Heat Not Burn peut contourner certaines législations concernant les tabacs fumés. Par exemple, l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Là, la vape peut aller dans certains lieux où il est interdit de fumer. Comment vous faites la distinction entre une vapoteuse et le Heat Not Burn? Ça, c'est absolument impossible à savoir. Tous les dispositifs sont à peu près similaires, technologiques ou autres, donc c'est impossible de faire la différence. Donc là, vous pouvez passer outre finalement la réglementation. Et puis, le Heat Not Burn n'est pas soumis aux règles du packaging. Donc, par exemple, vous avez le paquet notes standardisé sur les paquets de tabac roulé ou sur les paquets de cigarettes. Mais là, les sticks, les fameux hits qui sont dans une boîte, là, les 20,
bah, c'est un packaging séduisant, avec des petites fleurs, des machins. Bon, et puis vous avez et puis la limitation de la publicité et de l'utilisation du produit dans le cadre de promotion, bah, est très floue. Donc du coup, vous pensez bien que l'industrie saute à pieds joints dans ce, dans ce système pour promouvoir ses produits. Or, une petite carte de l'Europe, toujours de chez nos amis du Tobacco Atlas 2020, pour montrer un petit peu la façon euh, dont c'est réglementé, on va dire, dans un certain nombre de pays. Alors, il y en a a priori, là où c'est gris, manifestement, il y a pas de hit not burn. Vous voyez, par exemple, l'IQOS, elle est vendue dans 64 pays. Donc, dans le monde, donc ça veut dire que vous avez 130 pays, soit qui l'interdisent totalement, soit le marché n'est pas mûr pour recevoir ce type de produit. Voilà, ça dépend. Donc, en fait, vous avez une interdiction totale. Par exemple, bah, la Norvège, là, il n'y a pas de hit not burn. Donc là, il y a vraiment donc, en fait, il y avait cigarettes, donc produit du tabac, ou snus. Bon, bah, voilà, ils ont pris le snus. En Suède, en revanche, c'est un nouveau produit du tabac, comme en France, comme en Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, Roumanie. Alors, il y a un certain nombre de pays, comme l'Allemagne et la Pologne, qui ont fait en sorte que ils ont décrété que c'était considéré comme un produit du tabac. Donc, si c'est un produit du tabac, la même législation s'applique à ce produit que sur le tabac, que sur les cigarettes classiques. Alors, la part du tabac à chauffer, même si ça existe depuis, ça s'est diffusé peu à peu dans les années 2015, à partir des années 2015, la part du tabac chauffé, elle reste assez faible et limitée à l'Europe, l'Amérique du Nord, et commence à pénétrer la région Asie avec le Japon, la Corée. Mais ça ne cesse d'augmenter dans le chiffre d'affaires des cigarettiers. En fait, ça vient compenser les pertes liées au, comment dire, aux produits du tabac traditionnel. Par exemple, l'IQOS, c'est environ 25% du chiffre d'affaires du leader du marché, donc de Philip Morris, ce qui est quand même pas, voilà. Et ils arrivent dans la mesure où la taxation est moins chère et moins importante, bah, finalement, ils ont davantage de marge. Donc, ça leur permet finalement d'afficher un prix assez attractif par rapport à un prix par rapport au prix des cigarettes. Donc, vous voyez, un paquet de 20 cigarettes, c'est 10 euros. Taxé à 83% et les industriels récupèrent 3 ou 5%, il me semble. Bon, bah là, sur les 70% de taxes sur les 7 euros que coûtent les sticks, bah, du coup, ils ont une marge assez confortable. Et puis juste pour information, au Royaume-Uni, pour la vape, la part du tabac chauffé, avec la vape, la part du tabac chauffé représente 30% du chiffre d'affaires de BAT. Donc c'est British American Tobacco. Et donc du coup, bah, voilà, ils arrivent à conserver ou à renouveler les consommateurs bah, qui délaissent les produits du tabac. Alors, est-ce que c'est vraiment sans danger ou est-ce que c'est un simple outil marketing bon, alors on le disait, hein, c'est pas une cigarette, elle contient du tabac. Il y a des émanations dégagées par le tabac chauffé parce que ça contient du tabac et ça, je veux dire, certes, il n'y a pas de combustion, mais il y a une pyrolyse et il y a une dégradation. Alors ça, je l'ai récupéré de nos amis chercheurs, hein, je ne l'ai pas inventé toute seule. La dégradation thermochimique qui se révèlent être les mêmes composés nocifs que ceux de la fumée du tabac traditionnel. Donc vous avez beau avoir une pyrolyse plutôt qu'une combustion, bah, finalement vous avez une émanation et donc potentiellement bah, vous avez du tabagisme passif. L'OMS a déclaré en juillet 2020 il n'y a pas de diminution des risques pour la santé humaine. En effet, on retrouve également des nouvelles toxines dans les aérosols des produits du tabac à chauffer. Donc du coup, bah, c'est pas un produit anodin. On est loin du vapotage passif avec uniquement le propylène glycol
et autres arômes. Par ailleurs, et ça c'est très intéressant parce que c'est quand même un produit qui est sur le marché, ça va faire 6-7 ans, il n'y a eu aucune étude indépendante qui a démontré que la consommation de tabac chauffé s'accompagnait d'une réduction de risque. Ça, c'est un grand chantre du contrôle du tabac, monsieur le professeur Glantz, voilà, qui a fait une étude sur l'IQOS et effectivement, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de réduction de risque. Donc, le présenter ce produit comme un produit de réduction de risque, bah, c'est mensonger. Et puis l'un de nos partenaires, qui est la plus ancienne association de lutte contre le tabagisme, qui s'appelle le CNCT, c'est le Comité national contre le tabagisme, que certains d'entre vous connaissent peut-être, ils estent en justice, c'est-à-dire c'est un peu les watchdogs de l'État français et ils essayent de voir là où l'industrie dépasse les bornes en matière de réglementation. Et notamment, Philippe Morris a été attaqué pour publicité déguisée pour la promotion de l'IQOS. Alors en fait, promotion, parrainage, organisation d'événements, ils ont placardé des affiches promouvant le produit du tabac, enfin le nouveau produit du tabac. Donc c'est là où je vous disais qu'au niveau de la publicité, il y avait des flous et finalement les industriels sont rentrés dans la brèche, mais ils se sont fait rattraper par la patrouille. Et la justice a bien confirmé, donc en décembre 2021, que le dispositif de tabac chauffé était bel et bien, dans la mesure où il contient du tabac, un produit du tabac, et que les mesures de santé publique restreignant la promotion, la publicité et le parrainage de ces produits devaient s'appliquer. Donc en fait, ça va limiter les industriels du tabac de faire la promotion de ce produit qu'ils vantent à moindre risque, alors que dans la réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Bon, alors l'industrie du tabac, elle fait un lobby maximal pour devenir un acteur majeur de la réduction de risque. Sachant qu'en plus, elle doit faire face à une vague de défiance de la part de nombreux établissements financiers et bancaires. Alors, c'est pas uniquement en France, c'est de par le monde, en fait. Toutes ces structures, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, se détournent peu à peu de certains investissements dans la gestion de leurs actifs, comme l'alcool, l'armement, le pétrole et bien entendu le tabac. En France, on a CNP Assurance, AXA, BNP, un certain nombre d'autres établissements financiers qui ont retiré tous leurs actifs auprès des industriels, des grandes compagnies de tabac. Donc, ça leur fait un manque à gagner certain. Mais ça, je pense que pour l'image de l'entreprise, c'est très important et c'est ce qui les dessert. Et donc, ils essaient de lancer des opérations de blanchiment d'images et de séduction. Ils ont lancé en 2017 une fondation pour un monde sans fumée. Donc ça y est, ils veulent un monde sans fumée, promu par Philip Morris donc en 2017. Et c'est une façon de renormaliser l'industrie du tabac, de leur donner une image d'entreprise responsable en faveur de la santé des concitoyens. Bon. Euh, et puis, il y a alors l'industrie du tabac a fait quelques belles prises, plusieurs grandes personnalités de la santé publique qui étaient impliquées dans la lutte contre le tabagisme jusque dans les années 2015 ont accepté de rejoindre la structure pilotée donc, par la fameuse fondation. Donc, ça leur donne une caution scientifique. Par exemple, David Kayak, qui est un ancien conseiller de Jacques Chirac, qui a promu le premier plan cancer en 2002-2004. Et qui a certainement poussé à l'augmentation de la fiscalité en 2002 du tabac. Il a créé l'INCa, il en a été le président de 2004 à 2006, je crois. Et il a confirmé que, donc c'est un expert qui conseille cette fondation, il a confirmé qu'il était certain que le Heat Not Burn est nettement moins dangereux que la cigarette, toujours sans, alors pour un scientifique, toujours sans preuve scientifique, justement, c'est quand même un petit peu douteux. Et puis il y a Derek Yak aussi, qui est un ancien responsable de l'initiative de l'OMS pour un monde sans tabac, donc en fait qui est à l'origine de la convention cadre pour l'OMS de la lutte anti-tabac, et qui est devenu président de la fondation.
Donc, ils sont certainement convaincus par la réduction de risque, hein, des produits des industriels. Mais voilà, c'est assez étonnant. Et dans le cadre de cette fondation, eh bien, ils essayent ils font des opérations de diversification dans le cadre d'investissements, par exemple, dans le marché du cannabis. Alors, vous voyez, ils vont du côté de la vapote, ils vont du côté du tabac chauffé, et puis ils vont aller aussi du côté du marché du cannabis thérapeutique en développant une gamme de vapotage CBD. Donc, ils entrent au capital d'un certain nombre de structures. Par exemple, le Canadien Organigramme, qui est une grosse boîte spécialisée dans le cannabis récréatif et à usage médical. Bon, et puis ils affichent quand même que donc les industriels du tabac qui ont développé les produits du tabac, qui ont tué 1 milliard de personnes en 2020, au XXe siècle et qui continuent, hein, voilà. Et nous disent absolument, alors c'est bien, ils prêchent des convaincus, qu'il faut trouver des alternatives moins risquées aux cigarettes tout en allant dans de nouveaux domaines au-delà du tabac et de la nicotine. Bon, ça c'est British American Tobacco qui le dit. Et puis il y a une initiative de Philip Morris dès 2019, c'est la promotion des nouvelles technologies et de la recherche et développement, avec un retour à la Formule 1, sachant que ça avait été banni, tout le parrainage justement avait été banni. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marlboro sur les Ferrari. Ça, c'est absolument interdit depuis de nombreuses années. Et puis là, grosse critique de la part des acteurs de santé publique, hein, puisque forme de publicité déguisée pour le tabac qui est interdite donc. Et PMI avait appelé ça Mission Win Now. Donc en fait, on met plus de marque de cigarette, on met un slogan en fait qui a un sous-titre, hein, puisque ça veut dire nouvelle technologie, Marlboro, IQOS, enfin voilà. Ferrari a senti que c'était pas particulièrement populaire et donc du coup a rompu le partenariat. Alors ils ont décrété qu'ils allaient essayer de faire un autre partenariat différent, mais en tous les cas, il y aura plus d'affichage et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, donc l'industrie, alors, elle cherche aussi, elle se débrouille très bien, notamment en France d'ailleurs. Elle cherche à accentuer la fracture bien réelle entre on va dire les pros contrôle du tabac qui ont promu la CLAT et qui sont vraiment pour une application de l'article 5.3. L'article 5.3, c'est un peu l'article emblématique du traité qui vise à limiter les interférences de l'industrie du tabac dans les objectifs de santé publique. Et donc, du coup, ce qui voudrait dire que là, industrie du tabac, réduction de risque, c'est pas possible. Je veux dire, on ne fait pas rentrer le loup dans la bergerie, c'est pas possible. Mais l'industrie du tabac, en se déclarant acteur majeur de réduction de risque, essaye d'accentuer la fracture entre les pro-contrôle du tabac, qui veulent absolument l'application du traité, et puis les acteurs de santé publique, qui sont tout à fait de bonne foi d'ailleurs, et qui défendent une démarche plus pragmatique de réduction du risque tabagique. Et donc là, je vais juste vous lire parce que c'est assez intéressant. Donc la fameuse association Alliance contre le tabac qui ont interpellé les candidats à la présidentielle pour assurer aux enfants et aux jeunes de ce pays un avenir sain et durable, loin des cancers et décès évitables du tabac. Et Philippe Maurice, qui ne répondait jamais, enfin, pour avoir travaillé pas loin d'eux, mais jamais avec eux pendant 10 ans, je n'ai jamais eu de contact direct avec Philippe Maurice. Et ben là, ils répondent sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ils mettent faire de 2030 l'horizon, alors c'est ici, la Philippe Maurice France, faire de 2030 l'horizon pour parvenir à la première génération sans cigarette, c'est possible. Alors, c'est pas sans tabac, hein, c'est sans cigarette. En se mobilisant tous, les pouvoirs publics, associations et professionnels du secteur peuvent y parvenir. Donc en fait, ça y est, on fait un grand consortium. Alors pourquoi pas, hein, on y viendra peut-être. Et puis il dit, nous y parviendrons notamment en donnant une place plus importante aux alternatives dans la lutte contre la cigarette, repensant la fiscalité sur les produits du tabac pour y intégrer la notion de réduction de risque. Donc ça voudrait dire que si le produit des industriels du tabac dit à réduction de risque, est-ce qu'on va lui mettre non plus une taxation à 70%, mais à 20% par exemple, ce qui arrangerait beaucoup les industriels.
Et puis en accentuant, bien ça c'est la rengaine, mais ils n'ont pas tout à fait tort non plus, accentuant la lutte contre le commerce parallèle du tabac. Et puis bon, l'Alliance contre le tabac, ben là, fait partie des pro-applications de la CLAT, hein. Répond, vos produits continuent de tuer des milliers de Français. Ayez la décence de respecter les associations engagées dans la lutte contre les cancers et autres maladies liées au tabac dont vos produits sont à l'origine. La génération sans tabac, c'est une génération sans industrie du tabac. Alors je pense on n'a pas fermé le banc parce que je pense qu'on va avoir ce genre d'échanges assez régulièrement. Bon, alors, en conclusion, du tabac au marché de la nicotine, en passant par un détour vers la filière du cannabis thérapeutique et récréatif et un retour en Formule 1, bah, l'industrie du tabac, elle veut opérer une opération séduction, bah, pour justement récupérer les parts de marché qu'elle a perdues ces dernières années avec la baisse de la consommation de ses produits phares, notamment la cigarette. Il va falloir que les acteurs de prévention et du soin soient quand même vigilants quant à la nature des nouveaux produits du tabac mis sur le marché par l'industrie du tabac et sur les effets indésirables que cela pourrait avoir sur les fumeurs, mais aussi les non-fumeurs et l'entrée dans la dépendance. Donc ça, on en a parlé longuement tout à l'heure, notamment par rapport à la vape, mais ça concerne aussi le snus, ça concerne aussi le heat not burn. Et puis aussi, alors ça, on l'a évoqué aussi, appeler à la prudence des États et à la responsabilité des États, continuer de se servir de la CLAT comme un outil de bonne pratique. Il y a certaines échéances comme la révision de la directive européenne portant sur la fiscalité du tabac qui ne doit pas être l'opportunité pour l'industrie de faire peser sa voix dans le débat, c'est-à-dire par exemple diminuer la taxation de certains produits de heat not burn, par exemple. Et puis en France, bah, les lobbies sont à l'œuvre, hein, puisque je ne sais plus, je crois que c'était en milieu d'année dernière, on a certains députés de l'opposition d'ailleurs qui ont déposé une très jolie, comment dire, une très jolie demande de diminution de la taxation du heat not burn, des produits de heat not burn, parce que produits de réduction des risques. Bon, alors voilà, et parallèlement, vous avez le Sénat qui voulait absolument augmenter cette fiscalité pour l'aligner sur celle des cigarettes, et ça a été refusé par le ministre Olivier Dussopt, je ne sais plus si c'est le secrétaire d'État aux Finances ou quelque chose comme ça. Enfin bref, donc du coup, bah voilà, le lobby travaille. Malheureusement, ils arrivent souvent à leur fin, mais j'espère qu'on va tenir bon. Et puis, je voulais vous partager cette petite phrase du docteur Brundtland, qui est l'ancienne directrice générale de l'OMS et qui est à l'origine, qui a travaillé dès 99 jusqu'en 2005 bah, à l'élaboration des lignes directrices de la Convention cadre et qui disait, je ne sais pas si elle pourra voir ça peut-être avant enfin, je ne sais pas si elle pourra voir ça de son vivant, mais nous devons obtenir à l'échelon mondial une baisse de la consommation. Oui, je rêve parfois d'un monde sans tabac. Donc en fait, on reste effectivement sur la dimension de génération sans tabac. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, nos échanges. Si vous avez des questions, bah, je crois qu'il nous reste 3 minutes. N'hésitez pas. Et puis, je remercie encore le CRESPACA pour ce moment de partage avec vous tous. Non, absolument pas. Non, non, c'est interdit en Europe. C'est interdit en Europe, sauf en Finlande, où il y a une exemption, et c'est autorisé en Norvège et en Suède. Alors non, parce que alors ça se présente, c'est du smokeless tobacco, hein, en effet. Le tabac à chiquer, en fait, vous avez une sorte vous le malaxez. En Hmm. fait, il y a et donc du coup, vous avez une incidence au niveau des gingivites, au niveau buccal, qui est beaucoup plus important. Mais c'est du smokeless tobacco. En fait, c'est une différente façon d'administrer le tabac oral, en fait. Et ça, c'est traditionnel. Par exemple, le snus a toujours été, enfin, comment dire, absorbé de cette manière-là. Le tabac à chiquer, je ne sais plus trop, en Amérique latine ou dans différents pays, voilà, il y a une histoire de mâche.
Non, alors j'ai pas parlé du tout des Nicopush, dans la mesure où là, on sort un petit peu. Alors, c'est un produit développé par les industriels, mais c'était pas un produit du tabac, donc je l'ai pas évoqué. Mais en effet, dans le cadre effectivement de mon chapitre, l'industrie du lobby pour devenir un acteur majeur de la réduction de risque, je n'ai pas mentionné en effet les développements, notamment par British American Tobacco, qui veut faire du sevrage, voilà, qui veut aider les fumeurs et proposer des alternatives au sevrage, en effet. C'est exactement le même dispositif que le snus, c'est-à-dire comment dire, des sortes de substances dans un petit filet qu'on met toujours sous la lèvre supérieure et on attend que ça se diffuse. Alors, il y a différentes forces, extra fort, moyen fort, super fort, enfin bref, il y a plein d'arômes aussi, tout aussi formidables que pour la cigarette électronique. Et là, on en vient à l'industrie du tabac qui veut devenir un acteur majeur, alors non plus de la réduction de risque, mais là vraiment de l'arrêt du tabac. Mais bon, par rapport, bon, c'est pas du tout considéré à l'instant T comme un médicament. Donc voilà, je n'en sais pas trop, je n'en sais pas plus, mais ça va aussi de pair avec je crois que c'est BAT ou Imperial qui a racheté un grand laboratoire de développement de produits de traitement de la BPCO et de l'asthme. Ils ont acheté le Vectura et ça fait aussi, ça contribue en fait à toute l'image, le blanchiment en fait et la responsabilité vis-à-vis de la santé qu'ils veulent se donner. Ils en ont les moyens pour le moment. Il faudra être très très vigilant parce qu'ils rentrent dans la bergerie, justement. Juste très très rapidement, la Joule n'a pas été interdite en France, en fait. Ils se sont retirés d'eux-mêmes parce qu'en fait, c'est une entreprise américaine qui a été rachetée en partie par Altria, donc un industriel du tabac. Et en fait, il y a un certain nombre d'États aux États-Unis qui les ont mis devant les tribunaux parce que enfin, il y avait trop de remontées par rapport à la façon dont leurs produits s'adressaient aux jeunes et targetaient les jeunes, avec des conséquences sanitaires assez importantes manifestement, en raison de la concentration de nicotine. Et donc, du coup, ça devenait enfin, ingérable pour eux de tenir le marché en Europe. Donc, ça a commencé par... Ils sont partis d'Allemagne et puis ils étaient venus en France. Ils sont partis de France parce qu'ils avaient du coup une image déplorable. Et donc, du coup, ils ont préféré quitter le terrain. Pour reprendre les recommandations, on va dire, de Santé publique France, tout est bon pour sortir du tabac. Et effectivement, dans la mesure où vous n'avez pas de combustion avec la cigarette électronique, ce qu'il peut y avoir dans la vape est forcément moins nocif. La seule chose, c'est qu'il faut que la consommation de la cigarette électronique soit exclusive, c'est-à-dire que si vous vapotez et que vous fumez un petit peu après, les bénéfices pour la santé ça s'annule. Et parallèlement, il y a une histoire aussi de concentration de nicotine. Par exemple, vous avez, je pense euh, juste à la puf ou à la pouf, enfin ça doit se dire pouf, mais la pouf, vous avez une concentration de nicotine, je crois qu'il y a 15 mg ou 20 mg. La cigarette, la concentration en nicotine, elle est de 4 à 8 mg. Et pour le tabac chauffé, ça ne dépasse pas les 5 mg. Donc en fait, voilà, vous avez des histoires de dosage qui peuvent être enfin, particulièrement nocifs. Et pour des jeunes gens qui n'ont jamais, donc ce qu'on appelle les never smokers ou les non-fumeurs, ceux qui n'ont jamais fumé, se prendre des shoots de nicotine comme ça, c'est quand même très très violent.
c'est pas particulièrement bon, on va dire. Donc, voilà, c'est là où il y a la balance. Après, l'avis du Haut Conseil de santé publique, il reste, comment dire, voilà, il fait une recommandation de santé publique par principe de précaution. Voilà, il y a quand même un certain nombre, je veux dire, la littérature montre que, effectivement, si vous avez fumé pour les gros fumeurs, si vous passez à la cigarette électronique, c'est quand même mieux pour votre santé que de continuer à fumer. Mais bien entendu, si vous pouvez arrêter par les substituts, ou même par les deux, hein, cigarette électronique et substitution, euh, ça peut être, mais je dirais l'arrêt est, il y a pas l'arrêt, enfin, il n'y a pas un arrêt pour tout le monde. L'arrêt est spécifique à chacun. Donc, ça va être en fonction du patient, manifestement. Il y en a peut-être qui sont vendus sans nicotine, mais alors je pense que les jeunes ne font pas vraiment la différence. Et là, en plus, vous me dites que ce sont des mineurs, donc normalement la cigarette électronique, si les buralistes, pardonnez-moi, messieurs et mesdames les buralistes, mais s'ils faisaient bien leur travail, ils ne pourraient pas acheter ce type de dispositif, mais ils les trouvent. Le principe, effectivement, la cigarette électronique, si on va jusqu'au bout, c'est effectivement quand on est dans une démarche d'arrêt, l'objectif, c'est voilà, on a sa dose de nicotine et puis on diminue pour arriver effectivement à 0 nicotine. Et puis ensuite, à la limite, on garde le dispositif pour la gestuelle, pour l'habitude, parce que c'est l'objet. Et là, c'est vraiment l'addiction comportementale, en fait. Mais en effet, vous avez raison, et je redis ce que je disais. On parle beaucoup de réduction de risques pour les gens qui sont dans la consommation de produits psychoactifs, et là notamment le tabac, mais pris dans l'autre sens pour ceux qui n'ont jamais fumé ou les jeunes, c'est très compliqué. Et le seul problème, c'est qu'on arrive effectivement on passe par la nicotine pour ensuite arriver au tabagisme. Donc finalement, on va reparler de l'industrie du tabac après, mais ce sont eux les grands gagnants finalement du dispositif, hein. Et effectivement, vis-à-vis des jeunes, ça les attire beaucoup. Et je pense que les jeunes, plus que nous à l'époque, et là je vois la façon dont je considérais le tabac quand j'avais une dizaine, douzaine d'années, je pense que maintenant les jeunes font attention au dispositif, font attention au fait que voilà, ça sent mauvais, ils savent que c'est nocif, je veux dire, il y a quand même des actions de prévention. Donc finalement, utiliser un produit qu'on dit qui est moins dangereux que, ils y vont, quoi. Ils y vont. Ce qui est intéressant de voir en fait avec les e-cigarettes, en tous les cas, qui ciblent principalement les jeunes, c'est que là, pour le coup, c'est une industrie indépendante de vapotage qui a créé ce dispositif. Donc, en fait, le but, c'est de toucher le plus de consommateurs possible pour démultiplier les profits. Mais il n'y a pas de... Il y a pas d'objectif, enfin, et puis surtout de créer la dépendance pour qu'ils puissent continuer à, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas l'industrie du tabac qui a la manœuvre. Ils reproduisent le même schéma que ce que fait l'industrie du tabac avec le tabac. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier de voir qu'il y a une surenchère finalement de l'industrie de la nicotine vis-à-vis des jeunes générations qui sont les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. On se retrouve un petit peu, nous, acteurs de santé ou acteurs de plaidoyer ou ce genre de choses. On se retrouve un petit peu coincés parce que on voit finalement que ce qu'on craignait arrive, hein, et ça, en fait, ça provient notamment du statut de la cigarette électronique en France. Alors,
je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je pense qu'au niveau des politiques publiques, le fait de ne pas avoir tranché, vous voyez, c'est en même temps, en fait. On ne voulait pas que ce soit un produit du tabac. Alors, il n'y avait pas de tabac, ce n'était pas justifié, donc on ne voulait pas l'interdire, mais on n'a pas voulu que ce soit un médicament. Et dans les pays anglo-saxons, notamment Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Australie, qui sont vraiment euh, particulièrement, on va dire, en avance sur ce sujet, et notamment sur la diminution de la prévalence des jeunes, ils sont partis sur le fait que la cigarette électronique était un médicament disponible uniquement sur prescription, et avec des contrôles. Mais là, quand je parle de contrôle, je vous parlais des buralistes là, qui vérifient pas, ou dans la shop, l'e-shop ou la vape shop ou ce genre de choses, on fait pas attention à l'âge des enfants qui viennent acheter ces dispositifs. Mais ils ont enfin, il y a une responsabilité aussi de ces professionnels, et notamment les buralistes, qui sont quand même des préposés de l'État. Ils dépendent quand même du ministère de l'économie, et demander une pièce d'identité, c'est quand même important. Donc, je vois votre souci étant intervenu aussi en milieu scolaire. Je comprends très bien. Euh, je crois que vis-à-vis de la cigarette, alors c'est ça qui est très curieux aussi, c'est un peu ubuesque comme situation, parce que quand on disait aux jeunes que la cigarette était excessivement dangereuse, bah finalement, avec des conséquences sanitaires sur la santé, ils essayaient quand même, et puis finalement, ils étaient addicts, et là, finalement, ils essaient la cigarette électronique, parce que, a priori, c'est pas très dangereux. Donc, on se retrouve avec une sorte de discours qui est quand même un petit peu du duel, et c'est difficile de se positionner, mais je pense qu'au niveau des politiques publiques, c'est très important, voilà, d'avoir un message clair. Le fait, par exemple, que ce soit un produit de consommation courante avec une TVA à 20%, alors certes, c'est moins cher pour ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer, c'est vraiment une aide, mais, euh, mais la fiscalité ne représente pas la dangerosité enfin, la dangerosité. Pour quelqu'un qui n'a jamais fumé, voilà, il y a un risque, et un risque d'accoutumance, de dépendance, voilà. Ils sont très forts, ils sont très forts. L'industrie du tabac faisait pareil avec ses goûts naturels ou retour à la terre. Vous avez raison, c'est tout à fait ça, hein. Mais vous avez vu la roue là, des saveurs et des arômes ou autres, hein, C'est ça. il en existe 16 000, donc c'est incroyable. Il y a un champ. Alors, c'est vrai qu'on en revient toujours après au consommateur qui, lui, bah, c'est plus facile d'arrêter, mais on voit bien finalement le désintérêt aussi vis-à-vis du tabac, parce qu'on a supprimé les arômes, le menthol très récemment. Enfin, il y a aussi une raison, hein, finalement. Donc après, est-ce que après, faudrait voir pour le discours public. Mais c'est vrai que, et là, on va revenir juste après, on est sur un dispositif de réduction de risque qui est présenté comme tel. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à celui qui, effectivement, bah, n'est pas consommateur. Et c'est bien le problème. On est moins on va être moins effectivement sur le tabac, puisqu'a priori les jeunes effectivement s'y intéressent moins. Mais la seule chose, c'est le risque ensuite de l'entrée dans le tabagisme et de poursuivre effectivement cette initiation avec le tabagisme. Mais c'est non, non, les acteurs de prévention sur le terrain, on n'est pas très, très aidés, en effet, par des recommandations qui sont effectivement très, très générales, mais qui finalement n'aident pas au cas par cas, ou la classe que vous rencontrez, ou c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Un grand merci encore Clémence Cagna pour cette présentation passionnante. Je remercie également à tous les participants et participantes pour avoir lancé l'échange. N'oubliez pas, nous avons rendez-vous sur notre prochain webinaire le jeudi 24 février sur tabac et public précaire avec Marie Dumoulin, qui est chargée de projet à la Fédération Addiction.